bonjour à tous les gens qui se joignent à nous en direct pendant potentiellement leur heure de lunch. Je présume qu'à midi, c'est pas mal là qu'on est rendu. Merci de vous joindre à nous si vous avez le goût de partager avec nous votre plat de pâtes ou encore votre salade. Merci de passer ce moment avec nous. Donc, une initiative, un webinaire organisé par le Réseau pour un Québec famille dans le cadre de la Semaine québécoise des familles pour pouvoir discuter de la thématique de cette semaine, c'est-à-dire simplifier la vie des familles. Parce que c'est extraordinaire, les familles, mais ce n'est pas toujours simple, ça c'est certain. Et donc, j'ai avec moi plein de panélistes que je vais vous présenter et qui vont se présenter eux-mêmes, qui ont tous des modèles de famille un peu différents, parfois avec des enfants avec des besoins particuliers, des fois juste la vie qui fait en sorte qu'on cherche des ressources et qu'on peut chercher de l'aide. Et donc, on va discuter tout le monde ensemble vraiment de ce qu'on pourrait faire pour ces familles qui, des fois, ont besoin d'aide, ont besoin d'avoir des ressources. Quelles sont les ressources qu'ils ont trouvées? Quelles sont les solutions à certains problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur vie familiale? Et donc, je vous les présente. Salut tout le monde! Bonjour! Salut! On va commencer par toi, Roch. Présente-nous donc ta situation familiale en tant que panéliste officiel de ce webinaire. Quelle est ta famille? Bien, en fait, moi et ma conjointe, on a une famille recomposée de 6 enfants. On n'en a pas ensemble. Sur les 6, il y en a 4 qui sont adultes, 2 qui sont pratiquement pré-ados, dont un qui est handicapé, que j'ai en garde, pas partagée, mais inégale avec la maman. Et Tristan, ben, c'est celui qui est polyhandicapé, qui a des besoins assez complexes, autant au niveau de réadaptation que le système de santé en général, donc les suivis qui vont avec ça, et on parle de multiples rendez-vous récurrents tout au long de l'année. Donc, c'est ce qu'on a à composer avec là, dans la maison chez nous. Qui est quand même pas rien, on ne se mentira pas. Là. Déjà, la famille recomposée, puis on va en parler avec Gabrielle justement, mais la famille recomposée avec un enfant qui a des besoins particuliers, déjà, c'est quand même beaucoup. Mais Gabrielle, enchantée, bienvenue dans ce panel. Présente-nous ton modèle familial. Avec plaisir. Ben, moi, en fait, je suis belle-maman depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant d'une grande fille de 14 ans qui est neuroatypique. En fait, elle a un diagnostic TSA Asperger. Elle est à l'école secondaire, évidemment. Donc, on a eu des gros défis au niveau scolaire dans la dernière année. On a dû la changer pour une classe adaptée. Donc, beaucoup de rencontres avec l'école, psychoaide, psychothérapeute, psychologue, name it, toutes les psys. Donc, beaucoup de rencontres avec des professionnels. Puis, on a aussi la garde complète de Joël, qui est ma belle-fille depuis à peu près bientôt 1 an. Donc, la maman biologique n'est plus dans le portrait là pour des raisons de garder personnelles, mais bref, c'est ça. Donc, je suis vraiment belle maman à temps plein d'une grande fille adolescente. Puis tu sembles en parler avec une réelle implication, puis beaucoup de présence dans cette vie familiale. Donc, je présume que le rôle des beaux-parents dans une dynamique où tu n'es pas l'enfant biologique, où tu n'es pas le parent biologique, ça doit te toucher. Oui, moi, en fait, c'est le point que je viens défendre aujourd'hui par rapport à la simplification du parcours des familles, c'est de me sentir parfois comme un fantôme, tout au niveau des institutions, tant scolaires qu'hôpitaux, que tous les soins qu'elle a reçus. À chaque fois, il faut justifier pourquoi je suis là, qui je suis par rapport à l'enfant. Puis je ne pense pas qu'on devrait avoir à débattre ça en 2023, alors que le portrait des familles n'est plus du tout père, mère, le réseau nucléaire habituel. Là. Donc, on devrait élargir l'action là-dessus, sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce qui est la définition exacte d'une famille. Parce que je pense que les modèles familiaux ne sont plus du tout les mêmes en 2023. Puis c'est drôle parce que ça fait un lien parfait pour parler avec Geneviève. Salut Geneviève! Salut! J'ai enlevé mon mute. Oui, c'est ça. Parce que je me doutais que ça s'en allait là. Mais la transition est juste parfaite parce que tu fais partie de ces nouveaux modèles familiaux puisque tu es une maman en solo. Oui, exactement. Donc, moi, je me suis fait inséminer. J'ai choisi un donneur là, dans une banque de sperme américaine. Je me suis fait inséminer en clinique de fertilité. Donc, je suis maman solo, donc le seul parent de ma fille qui a 9 mois demain. Oui. Et donc, toi, tu vis avec tous les défis de temps, notamment en étant le seul parent, tu ne peux pas partager le temps, des défis financiers parce que tu es la seule personne
peut subvenir aux besoins de votre maisonnée. Fait qu'on va, je veux dire, je vais le dire, on s'est déjà parlé exactement de ce sujet-là. Je connais un peu ton dossier, mais je pense que c'est vraiment franchement intéressant. Plein de bons points à porter. Merci Geneviève d'être avec nous, surtout avec un jeune bébé de 9 mois. Bravo. Oui, j'ai un bon entourage. Mon ami s'en occupe présentement. Puis écoute, ça, c'est la réalité de la conciliation famille-travail. Fait que si jamais tu dois sortir du camp pour aller la voir, personne ne t'en tiendra rigueur. Puis c'est pareil pour vous, d'ailleurs, en passant. On continue avec notre prochaine invitée qui s'appelle Lise. Salut, Lise! Bonjour. Là, il faut que je fasse déjà juste un petit aparté parce que ça va paraître bizarre. Lise, c'est ma belle-mère, c'est la mère de mon conjoint. Fait que si des fois j'ai des questions vraiment plus précises ou en tout cas que je sens vraiment en contrôle de ce sujet-là, c'est normal, c'est ma famille. Donc, Lise, j'aimerais que tu nous parles de ta réalité familiale, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es panéliste avec nous aujourd'hui? Alors, moi, je suis mère monoparentale d'une fille de 43 ans qui a une déficience intellectuelle et que j'ai pas mal toujours eu, bon, disons qu'une fin de semaine, de temps en temps, elle va chez son père. À l'occasion, il y a eu quelques années où elle y allait régulièrement aux 2 fins de semaine. Il y a eu un petit peu de tout. Là. Des fois, elle n'y allait pas du tout et des fois aux 2 semaines. Et puis maintenant, bien, c'est un peu quand à sa demande à elle. Oui. Et Donc, on peut imaginer une garde pas mal à temps plein de José avec toi. Ça, c'est une réalité quand même. Tu as celle aussi d'être quelqu'un qui, malheureusement, vieillit, donc doit penser à ce qui va arriver avec cet enfant. Tout à fait. Là, tu sais, ça fait 43 ans, fait que c'est sûr que j'en ai vécu plein de défis puis plein de situations, mais là où je suis rendue, c'est que j'aimerais pouvoir mourir en paix. Je ne suis pas en état de mourir, mais on ne sait jamais quand, quand ça arrive. Et puis, c'est de trouver un hébergement adéquat pour José qui va selon ses préférences, ses capacités, son potentiel, puis qu'elle peut continuer à s'épanouir puis à être heureuse. Alors, c'est là où je suis rendue. Et en ce moment-là, il y aurait possiblement un appartement supervisé pour José d'ici quelques années. Mais tant mieux, puis on va y revenir parce que je sais, pour bien te connaître, que tu es extrêmement proactive dans tout ce qui concerne José et ta fille, et donc des enfants qui ont des situations de déficience intellectuelle ou de handicap. Je pense que ça va rejoindre beaucoup Rock aussi qui va vivre ce type d'enjeu-là. Fait qu'on va y revenir tout le monde ensemble. Et je termine avec notre dernier invité, mais non le moindre, Olivier. Salut, Olivier! Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Et donc, dis-moi, à titre de panéliste, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? C'est quoi ta situation familiale? Ma situation familiale, marié depuis, ça va faire quoi? Ça va faire 15 ans, non 16 ans, ça va faire 16 ans qu'on est mariés. Ma femme et moi, haïtiens d'origine, on est arrivés au Québec. Moi, personnellement, je suis arrivé au Québec en 2001 pour les études, puis c'est ici que j'ai rencontré ma femme, tous les deux étudiants. Puis vraiment, moi, la situation familiale, 2 beaux enfants, une petite fille de 10 ans, mais un petit garçon de 7 ans. Puis ma fille, particulièrement, vient d'être diagnostiquée TDA l'année dernière. Et puis, pour nous, c'est un nouveau vécu. Pour moi, en tant que père, ma grande perspective, si on veut, c'est vraiment, pour moi, le fait d'avoir transitionné au Québec versus la culture haïtienne étant vraiment que le père, c'est juste un patriarche et puis il fait rien, alors que ici, au Québec, le père est vraiment impliqué. Ce qui m'a vraiment motivé au rôle du père dans la cellule familiale. Donc, vraiment, que ce soit la naissance de ma femme, ses rendez-vous, la présence à la naissance, les couches, vraiment passer les nuits, chose que j'ai pas vécue pour rien retirer à mon père. Mais c'est quelque chose que je pense qui est important pour les gens de ma communauté, de savoir qu'en tant que père, toi aussi, tu as un rôle et le rôle n'est pas des moindres. La mère a son rôle et toi, tu as le tien. Puis c'est vraiment important. L'aspect aussi pour moi-même, ce que je vis avec ma fille, c'est que pour moi, le TDA, les situations si on parle de santé mentale, pour moi, c'est tout nouveau parce que j'apprends après les lectures des années, ma femme et moi, ça fait comme 2 ans qu'on gère avec, on réalise que les particularités, les difficultés à l'école, les sauts d'humeur, le contrôle émotionnel, c'est des choses qui sont vraiment réelles. Chose que dans ma communauté, on ne parle jamais, mais pourtant, c'est important pour le bien de l'enfant et pour du couple
c'est important aussi de savoir où c'est que tu t'en vas. Donc, pour moi, c'est un nouvel apprentissage. Et puis, je suis content d'être avec vous. Il y a toute une dynamique culturelle, une réalité culturelle qui doit être quand même assez confrontante, mais qui doit permettre de vivre plein d'affaires différentes. Donc, on va pouvoir en reparler aussi. Fait que la première question que je vais vous poser, d'abord, merci vraiment beaucoup d'être là. Puis, la première question que je vous poserai, elle est simple. Le parcours des familles en 2023, c'est parsemé d'embûches. On pourrait en faire une nomenclature incroyable. Je veux dire, on sort d'une pandémie qui n'a pas été facile du côté de l'isolement, du côté de la santé mentale. On a des difficultés à trouver des gens pour nous aider côté santé mentale. Je ne sais pas si vous cherchez des psychologues actuellement, mais c'est pas une denrée rare, là. C'est vraiment très difficile. Après ça, tu as des enjeux financiers. En sortant de cette pandémie-là, on arrive dans un contexte inflationniste, un contexte où c'est de plus en plus cher de pouvoir se loger et se nourrir. Fait que, tu sais, là, j'ai fait une toute petite nomenclature de certains défis, mais je voudrais savoir pour vous, c'est quoi le défi principal dans votre vie? Puis Gabrielle, je vais commencer avec toi parce que je te vois hocher de la tête. Ben, en fait, j'en ai parlé un petit peu en intro, mais moi, je trouve que le défi numéro 1 dans mon cas, puis je pense que vraiment on devrait remédier à la situation en 2023, c'est d'effacer cette notion-là du parent invisible. J'existe, je ne suis pas un fantôme, je suis très impliquée dans la vie de Joël, puis je trouve ça difficile à chaque fois, à chaque nouvel intervenant, d'avoir à récapituler ce lien-là que j'ai avec Joël. Puis j'ai des anecdotes, j'en ai plein, Valérie, je pourrais en raconter tout plein, mais tu sais, juste parenthèse, il est arrivé récemment un incident à l'école, puis ils prennent la liste des parents et ils téléphonent pour avertir que l'enfant va revenir à la maison plus tôt. Bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais il appelle maman en premier. C'est normal pour, je veux dire, dans la réflexion d'un parent, on va vers la mère en premier. Donc, ils ont téléphoné à maman, mais maman, elle ne voit même pas sa fille en ce moment, donc qu'elle revienne à la maison plus tôt, ça ne changeait rien. Mais là, c'est ça, de communiquer après ça avec papa, ben, c'est la deuxième étape. Mais papa est au travail, papa ne répond pas au téléphone. Ben, moi, personne ne m'a appelé. Je n'existe pas, je suis nulle part sur les papiers. Et à chaque fois, il faut recommencer. Là, on a vécu un changement d'école. Il faut recommencer à zéro l'explication de je suis qui et c'est quoi mon lien avec la famille. Remettre mon courriel dans les données, remettre mon téléphone dans les données. À chaque fois, à chaque nouvel intervenant, il faut recommencer le travail à zéro. Je ne comprends pas pourquoi en 2023, ce ne serait pas possible dans un formulaire que les beaux-parents soient inclus, que à la limite, les pourcentages de garde soient indiqués, je dirais, ou la garde soit indiquée quelque part pour qu'on soit capable de rejoindre le parent responsable au bon moment. Ce n'est pas une réalité qui est exceptionnelle. Au contraire, en 2023, il y a énormément de familles qui vivent ce défi-là. Puis je trouve ça très difficile en tant que parent impliqué d'à chaque fois me faire sentir comme si je n'avais pas ma place ou que je n'étais pas supposée être là dans une réunion, une rencontre, où les gens sont surpris de me voir, de me rencontrer. Alors que pour moi, je veux dire, je suis sa maman aussi. Oui. Donc, c'est clairement des enjeux de reconnaissance dans le sens où quand on s'implique auprès de notre famille, tu sais, premièrement, c'est quoi une famille en 2023? S'il y a deux papas qui ont un enfant, mais que sur les papiers du gouvernement, ils ne sont pas capables d'avoir le nom des deux papas, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la reconnaissance? Si on fait appel à une mère porteuse, par exemple, bien, cette femme-là va être sur les documents officiels, mais tu sais, fait qu'il y a comme toute cette nomenclature de la reconnaissance qui est... Tu sais, on me parle de la notion de tuteur légal, Valérie, mais je ne veux pas enlever le rôle de la mère à la mère biologique. Elle existe encore, elle vit toujours, elle est là dans sa vie quand même. C'est pas avec la garde. Elle ne va pas aller dormir chez maman, mais maman est toujours là. Fait qu'on ne peut pas, je ne vais pas faire des démarches laborieuses, coûteuses. L'éliminer, c'est ça, c'est pas ça. Seulement être sur un bout de papier, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est simplement que les institutions avec qui on fait affaire me reconnaissent comme un parent, comme un autre. Je pense que ce serait important pour tous les beaux-parents. Je pense que, clairement, mais même, tu sais, oui, les beaux-parents, mais même toutes les situations, tous les modèles familiaux un peu différents. Rob vit dans une famille recomposée avec des enfants qui sont adultes, qui vivent dans leur maison, mais des enfants en garde partagée. Tu sais, je veux dire, il y a une multitude de modèles. Fait qu'il y a peut-être, en tout cas, dans l'optique où ce qu'on veut faire ensemble pendant l'heure à laquelle on va passer ensemble, c'est de réfléchir à comment simplifier le parcours des familles. Bien, peut-être que ça, c'est une piste de solution, tu sais. Réfléchir à la reconnaissance des gens qui forment une famille. Ouais. Je veux dire, quand on est un seul parent dans une famille, est-ce que ça aussi, ça peut amener des moments plus difficiles? Est-ce que c'est ça ton défi principal, toi?
Non, je dirais pas que c'est mon défi principal. C'est sûr que moi, si je veux voyager avec ma fille, je vais apporter mon certificat de naissance, prouver, tu sais, qu'elle a le droit d'être toute seule avec moi, puis qu'il n'y a pas un parent qui a dû écrire une autre lettre. Mais ça, pour moi, c'est pas nécessairement un gros défi. Oui. Je dirais que le défi pour le moment, parce que c'est sûr que ma fille a juste 9 mois, donc je peux pas dire si ça va être le même défi dans 10 ans. Mais le défi présentement, c'est surtout financier. Parce que, tu sais, je ne cacherai pas à personne que les places en CPE puis en garderie, c'est pas quelque chose d'acquis présentement. Donc, moi, c'est sûr que j'ai pris le congé de maternité parce que j'avais tellement peur de ne pas trouver de garderie à temps. Mais ça, le long congé, ça veut dire que je suis à 70 de mon salaire au début, à 55 par la suite. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de deuxième salaire qui rentre. Puis, tu sais, je suis consciente que c'est une décision que j'ai prise là, d'être solo-parentale, mais on s'entend que c'est une décision qui était plus basée sur mon salaire à 100 Tu sais, quand tu te dis, est-ce que je vais être capable de subvenir aux besoins de mon enfant, je me dis pas, pendant X nombre de temps, je vais avoir juste 55 et tout. Je trouve que, par exemple, qu'on reçoit les allocations familiales, c'est pas nécessairement adapté à ces situations-là, surtout dans l'ère aujourd'hui, tu en as parlé tantôt, où tout est devenu tellement dispendieux. Donc, moi, je dirais que c'est ça le principal défi. Tu as parlé aussi des défis de temps tantôt. Je trouve ça super parce que dépendamment de la région où on habite, il y a des relevailles, soit au CLSC, soit des organismes. Ça, c'est quelqu'un qui peut venir s'occuper, exemple, de mon bébé pendant 3 heures par semaine. Moi, c'est un organisme à but non lucratif dans mon coin. Mais ce que je déplore, c'est que c'est pas du tout une information qui est publicisée. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup de mamans solo. Tu sais, comme Gabrielle disait, là, les familles, c'est plus un papa et une maman. Là, on est une tonne de mamans solo. Puis il y en a plein qui étaient même pas au courant que ça existait des relevailles. Tu sais, tantôt, je disais, j'ai un bon entourage, mes amis, ma famille, mais mon Dieu, que mon break de 3 heures par semaine, qui est steady à tous les mercredis après-midi, là, ça fait du bien, puis c'est nécessaire quand t'es solo. Puis il y a tellement de gens qui sont pas au courant que ça existe des ressources comme celle-là. Oui. Donc, je dirais que c'est plus dans cette optique-là, là, Oui. les défis principaux. Financier puis d'accessibilité aussi. Donc, par l'accessibilité, je veux dire savoir que ça existe quand même. Quand on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas nécessairement faire appel à ça. Roch, est-ce que c'est quelque Exactement. chose que tu as vécu aussi dans ta vie? Est-ce que tu considères que c'est un des défis que tu vis dans ta réalité familiale? Ah oui, tout à fait. En fait, où est-ce que ça vient nous toucher, nous autres, dans notre cas, puis je prends la situation à Tristan, comme je disais, polyhandicapé, où est-ce qu'on est suivi par une multitude de spécialités à Sainte-Justine. Tristan a 12 ans, ça fait 11 ans qu'on se promène entre l'hôpital, la maison, les centres de réadap, puis tout ça. Ben, quand on parle de l'aspect financier, ben, moi, je fais partie des privilégiés puis des chanceux. J'ai un travail où ce que mon employeur me dit, écoute, prends le temps que tu as besoin, mais je sais qu'au bout du compte, par exemple, j'ai un salaire annuel. Bon, au bout du compte, j'ai un minimum de prestations à donner, mais au moins, je suis capable de jouer avec ça. Je prends de l'autre côté maman qui, elle, n'a pas nécessairement cette possibilité-là. Oui, il y a un employeur qui est assez compréhensif si elle a acquitté ou bien si elle a assisté à des rendez-vous. Mais par contre, à ce moment-là, elle n'est pas payée. Donc, on essaie de jongler avec tout ça. Papa, ben, dans ce temps-là, que ce soit la semaine qu'il soit avec moi ou non, je dirais là, qu'à part l'été, l'ensemble des rendez-vous, ben, c'est moi qui en prends en charge. Des fois, 2, 3 rendez-vous par semaine. Avec les déplacements, ben, on peut parler d'un 2, 3, 4 heures par rendez-vous. Donc, c'est beaucoup de temps à consacrer. Donc, quand une famille n'a pas la possibilité que moi j'ai d'être soutenu par son employeur, ce qui est, je dirais, moi, quand je dis que je fais partie des privilégiés, comment l'expliquer? J'ai pas de difficulté à le dire parce que on n'est vraiment pas beaucoup dans cette situation-là. L'ensemble des familles qui ont des employeurs, hommes, femmes, ben dans la majorité des milieux, quand tu prends un off pour aller à un rendez-vous, Oui. ben c'est sur ton temps, toi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair que ça vient jouer. Puis, j'aimerais revenir un petit bout sur qu'est-ce que Geneviève disait. Ben, effectivement, les ressources, on les connaît pas toutes. Et
c'est difficile d'avoir un pivot, une personne ressource ou bien un organisme ressource qui nous fait le lien avec tout ce qui est possible d'avoir dans notre situation. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. Et souvent, il faut qu'on appelle à l'aide. Il faut être rendu au bout du rouleau. On l'a vécu, nous aussi, là, dans les difficultés avec Joël, avec son école secondaire, ça ne fonctionnait plus, puis elle avait des moments de détresse. Bien, il a fallu qu'on appelle au 811 à 3 reprises avant qu'une intervenante du CLSC finisse par venir chez nous, nous rencontrer, puis voir avec nous si on avait vraiment fait le tour de toutes les ressources qui étaient disponibles. En même temps, on veut bien... Je comprends que toutes les ressources sont overloadées, mais à un moment donné, genre, ça ne devrait pas être au bout du rouleau que les gens interviennent auprès de nous. Oui. C'est ça, on veut bien faire le tour des ressources, mais en même temps, pour être capable d'en faire le tour, il faut les connaître, il faut grimper là-dedans. Il y a des nouveaux organismes qui arrivent d'année en année. On n'a rien pour nous ramener directement à tout ce qui se fait comme service et qui sont là pour les familles. Oui, c'est tellement vrai. Oui, je vais faire le lien avec Lise parce que, je le rappelle, je la connais vraiment très bien, mais je sais que Lise, tu as fait beaucoup de bénévolat, mais je sais que aussi tu as fait appel à des gens pour pouvoir t'aider avec des organismes et tout. Est-ce que tu trouves que la notion de l'accessibilité, c'est quelque chose qui serait à travailler, à simplifier, disons? Oui, beaucoup. Ce que Roch disait par rapport à un intervenant pivot, ben, tu sais, je prenais des notes parce que je ne voulais pas perdre mes idées. Parfait. Mais non seulement qu'on n'a pas d'intervenant pivot, mais même l'intervenant souvent change d'emploi, congé maternité, congé maladie. Alors, des fois, tu vois le même intervenant ou la même intervenante une fois, des fois deux. Et tu es toujours en train de recommencer à raconter ton histoire. Tout le temps en train de redire, puis tu sais, à part ça, quand il y a quelqu'un devant toi, parfois, il oublie que tu as toutes ces années-là devant toi, puis que tu as fait des choses, là. Tu n'es pas... tu sais, comme moi, Josie, à 43 ans, là, c'est pas hier que j'ai commencé à penser à ça. Pas hier. Moi, la première fois que j'ai demandé pour un appartement supervisé à Josée, elle avait 14 ans. Elle a 43 ans. Ça fait quasiment 30 ans. L'autre affaire que je voulais dire, Gabrielle, moi, j'ai trouvé une chose, c'est quand on fait appel au service, il faut passer beaucoup en premier par le CLSC, c'est souvent c'est comme ça que notre demande passe. Mais on dirait que le mot le plus important quand tu fais appel au service, c'est est-ce qu'il y a une urgence? Il faut être dans le sentiment d'urgence. Y a-t-il une urgence? J'en ai la chair de poule. Je dis non, il n'y en a pas d'urgence, mais si vous continuez à m'ignorer, il va y en avoir une urgence. Puis je ne veux pas attendre à l'urgence. Dans mon cas, moi, l'urgence, vu ma demande maintenant que Josée a 43 ans, qui est hébergement, bien, l'urgence, c'est que je meurs, que Josée se retrouve ici à la maison. Mais c'est terrible qu'on soit rendu à demander cette question-là. Je veux dire, je comprends, comme je dis, que nos services sont saturés, qu'il y a trop de demandes pour le nombre de personnel disponible. Mais il a fallu, dans notre cas, justement, que l'urgence monte aux parents, que ça ne soit plus juste notre adolescent qui soit en détresse, mais les parents aussi, pour qu'ils viennent intervenir auprès de nous. Tu sais, je veux dire, je trouve ça terrible qu'on soit rendu à dire c'est nous là, qui est au bout du rouleau, là, ça ne va plus dans toute la maison. Oui, puis une chose est certaine, c'est que si le parent responsable ne va plus, l'enfant n'ira plus non plus. Non, c'est ça. Si on commence par le haut, on va être capable de faire en sorte que toute la structure se tienne bien puis que tout soit bien. Tu sais, Roch, avec 6 enfants en garde partagée, bien pas en garde partagée, mais 6 enfants dans une famille recomposée, on s'entend. Je veux dire, si la fondation ne va pas bien, tout le reste ne va pas bien. Tu sais, c'est pas une question d'amour, de bienveillance ou d'énergie. À un moment donné, on atteint notre limite en tant que parent, puis je pense que tout le monde ici l'a déjà vécu. Je veux dire, on ne peut pas, il y a des moments ou des situations qui peuvent nous dépasser. Puis là, on est comme pris au dépourvu, puis c'est dommage que les services doivent poser cette question-là. Genre, est-ce que vous êtes en détresse? Est-ce que la situation est à ce point-là? Puis, avec la notion d'urgence,
je trouve que, tu sais, aujourd'hui, on dit ça, comment faire respecter notre situation particulière. Mais quand on fait appel à des services, mettons, dans mon cas, pour la déficience intellectuelle, mais juste d'être entendu dans ma situation, mais là, je suis déjà avec un service particulier. Je ne suis même pas à l'école ou ailleurs. Et pour faire vraiment qui entendent mon besoin ou ma demande, c'est vraiment tout un défi. J'ai été chanceuse d'en croiser une à un moment donné, là, mais l'affaire est qu'ils ont aussi de la difficulté des fois à sortir de leur protocole. Il y a comme une façon 1, 2, 3, 4. Ouais. Puis là, quand tu arrives avec quelque chose qui est un point A ou un point B, là, ça ne marche plus. C'est que dans le formulaire, il n'y a plus la case, c'est ça. Olivier, je te vois réagir depuis tantôt, notamment à l'idée de la répétition. Tu sais, tu rencontres une autre personne, il faut que tu répètes le point 1, point 2 qui n'est pas la bonne affaire. C'est quoi les défis pour toi? C'est quoi le défi? C'est pas de mauvaise foi, je pense, parce qu'on est tous conscients, on est tous des êtres humains, surtout avec le chapitre qu'on a vécu, avec le mot C qu'on ne répétera pas, puis le mot P qu'on ne reprendra pas. Mais le fait est qu'on est conscient que tout le monde est sollicité, tout le monde veut bien faire. Et chaque situation étant particulière, je sais que le système, on en a déjà parlé ad vitam aeternam, c'est que je réalise effectivement qu'il manque, la bureaucratie, malheureusement, fait défaut. À trop vouloir être rigoureux, à trop vouloir suivre les protocoles, tout ce qu'on fait, c'est ralentir la situation. On a des situations terribles comme Lise, franchement, 30 ans pour attendre pour avoir une réponse, essayer d'avoir une structure équitable, c'est beaucoup. Donc, il faut vraiment, je sais qu'on l'a déjà dit, mais il faut vraiment mettre de l'ordre, vraiment que simplifier la situation, vraiment épurer l'excès, vraiment pour voir comment ce sont les situations les plus. Est-ce qu'il faut vraiment que la situation doit être critique pour qu'il y ait des situations, si je prends moi vraiment dans mon cas personnel avec ma fille qui est TDA, ça fait encore une fois cette année et l'année dernière, c'était fou. On pensait qu'il y avait des difficultés de comportement, est-ce qu'il y a des problèmes de notes, des problèmes d'attitude en classe. Puis finalement, on a été les seuls à se poser la question, OK, on va la faire diagnostiquer. Puis finalement, on a réalisé que, ah d'accord, non seulement l'élève a des besoins particuliers, mais aussi peut-être le corps professoral n'est pas adapté à ses besoins aussi. Parce que c'est facile de juste blâmer l'individu parce que juste passer à ça, oh non, elle est juste agitée, ou elle est juste des problèmes émotifs. Mais finalement, quand tu lis un peu dans toute la bibliographie, tu réalises que, ah d'accord, il y a non seulement l'individu qui a des besoins particuliers en termes d'adaptation, mais aussi l'environnement doit être apte à pouvoir fournir ce besoin. Donc, il y a des fois, est-ce que tu as la bonne personne à la bonne place? Mais Donc, c'est qu'on les ça aussi, connaît, nos enfants, Olivier. Moi, je t'écoute puis j'entends le même problème qu'on a eu. On les connaît, nos enfants, on les aime, on les voit au quotidien, on voit des choses que l'école ne voit pas, que le psycho-ed ne voit pas. Puis, des fois, ça manque d'écoute. Tu sais, on parlait tantôt, ils ont un protocole à suivre, ils ont une façon de. Puis, il a fallu que je pleure au téléphone, que je sois très émotive pour que finalement, ma belle-fille change d'école au retour de la relâche. C'est la plus belle chose qui n'est pas arrivée. Elle avait besoin d'un nouveau milieu. Elle n'était pas bien. C'était un mal-être, là. Elle était rendue, je veux dire, elle avait des pensées suicidaires pratiquement, là. Puis ça nous a vraiment touchés comme parents. Puis nous, on savait que c'était l'école qui était le problème. Puis on l'a demandé, redemandé. En fait, ça faisait depuis la fin de l'année scolaire de secondaire 1 qu'on disait qu'on avait levé le flag qu'il fallait qu'elle change d'école. Puis on nous a dit non, pas tout de suite. Non, on pense qu'on est encore capable. Puis on pense que. Je trouve que parfois, on manque d'écoute envers les parents qui connaissent les enfants mieux que n'importe quel spécialiste. On devrait tellement écouter les parents en premier, puis leur instinct. Je sais que des fois, on se trompe. Là, on n'est pas parfait, on n'est pas des psys. Il n'y a personne de parfait de toute manière. Mais on a tellement, des fois, l'instinct de qu'est-ce qui pourrait convenir à notre enfant. Puis ça manque d'écoute dans le réseau, autant réseau de la santé, réseau scolaire. On manque d'écoute vraiment beaucoup. À tous les gens souvent... Donne-moi une seconde, Roch, puis je reviens tout de suite à toi. Si vous avez des questions pour nos intervenants, pour nos panélistes, si vous avez des questions pour moi, si vous avez des commentaires que vous voulez apporter, n'hésitez pas d'ailleurs en bas de cette fenêtre Zoom, il y a les lettres Q et A, donc Question Answers, questions-réponses. N'hésitez pas à partager des questions là, puis ensuite, moi, je vais les partager avec nos panélistes qui sont là pour vous. Donc, Roch, je reviens à toi. En fait, juste pour ajouter un petit peu sur ce que Gabriel dit, on est très souvent entendu, trop peu écouté. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la majorité des systèmes. Puis la rigidité des cadres
de certains organismes, de certains systèmes, Mhm. un système de santé ou bien un système scolaire. Ouais. Du moment qu'on sort un petit peu du cadre, ben là, on dirait qu'on vient de désorganiser un département au complet, puis on ne sait pas trop où nous envoyer ou nous Ouais. référer. Donc, on tombe facilement dans les limbes Ouais. en Puis deux changer d'école en moments. cours d'année, c'est pas simple, puis on le savait, là. On savait qu'on demandait des miracles, mais en même temps, genre, il fallait que ça se fasse, là. Ça faisait depuis plusieurs mois qu'on en parlait, puis pour vrai, ça a été 2 semaines difficiles. C'est sûr, un changement d'école en plein milieu d'année, ça a été 2 semaines difficiles, mais maintenant, elle est encadrée avec 2 intervenantes dans sa classe à temps plein, puis elle avait besoin de ça, elle avait besoin d'être apaisée, elle était malheureuse. Tu sais, je veux dire, elle ne voulait pas partir le matin, puis elle revenait en pleurant le soir. On ne peut plus vivre ça comme parents. L'école, c'est la majorité de leur journée, les enfants. On ne peut pas passer une journée à se demander à quelle heure je vais aller la chercher aujourd'hui. On ne peut pas. C'est impossible. Donc, depuis tantôt, tu sais, je vous écoute parler, puis je réfléchis, évidemment, moi aussi, tu sais, parce que je vis dans une famille, moi aussi, qui vit des enjeux. Mais il y a un terme qui revient souvent qui semble être une rigidité. Tu sais, une rigidité dans la bureaucratie, dans les demandes. Geneviève, je te vois acheter de la tête, tu sais, ça fait partie, entre autres, de ce que tu disais avec le contexte financier, tu sais, la rigidité de la manière dont on rémunère les mamans en congé de maternité, ben c'est toujours en se disant il y a un autre parent qui, lui, va avoir plein salaire, puis il n'y en a pas de problème, tu sais. C'est que c'est un système qui a été pensé pour une famille nucléaire, comme on disait tantôt, avec un papa et une maman, ou même 2 papas, 2 mamans, ça fonctionne aussi, mais effectivement, c'est un système qui a été Personne, en pensé tout pour ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, là, on parle de ma situation où j'ai fait le choix, je me suis fait inséminer, mais je connais aussi des personnes qui se ramassent monoparentales, mais qu'il y a quand même seulement leur nom sur le certificat de naissance parce qu'exemple, le papa quitte pendant la grossesse. Moi, je connais une fille à qui c'est arrivé. Ben, elle vit les mêmes enjeux financiers. Là, donc, c'est pas juste une question de oui, j'ai fait ce choix-là, mais ça reste que ça arrive aussi dans d'autres situations où il va juste avoir un parent sur le certificat de naissance. Puis, tu sais, il est juste temps de s'adapter à toutes les nouvelles situations. Tu sais, j'écoute tout le monde parler, là, puis tout ce que j'entends, c'est qu'on dirait qu'on n'est pas arrivé en 2023 pour certains combats ou certains trucs. Mais ça peut quand même être plutôt fâchant, tu sais, considérant, puis on passera aux solutions puis à la beauté après, là, inquiétez-vous pas, mais ça peut être quand même fâchant quand on constate que la réforme des droits de la famille vient tout juste d'être déposée puis qu'il y a encore pas notamment la reconnaissance, en tout cas pas pleinement la reconnaissance du beau-parent, la reconnaissance du parent qui est solo, la reconnaissance de plein de familles immigrantes aussi, Olivier, c'est un aspect qui est important de nos jours au Québec, tu sais, je veux dire, lorsque les gens arrivent ici, c'est quoi l'accessibilité, c'est quoi les ressources, c'est complexe quand même. C'est très complexe. C'est très complexe parce que du point de vue de l'immigration, moi, je dois le dire, quand je suis arrivé, encore une fois, je suis pas arrivé avec des enfants, donc j'ai mes enfants, on a eu nos enfants ici, Oui. mais pour fréquenter beaucoup de réseaux vraiment qui sont axés sur la valorisation de la paternité, et surtout accès aux pères immigrants, les pères haïtiens surtout, parce que j'essaie beaucoup de m'impliquer en ce sens-là, on réalise que moi, personnellement, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai dû vraiment faire beaucoup d'appels dans les pages bleues, pour ceux qui se rappellent c'est quoi un annuaire. J'ai eu beaucoup d'appels de place Dieu, chercher beaucoup d'informations, que ce soit rien que pour avoir ma carte d'assurance maladie, ma carte d'assurance sociale, c'est quoi un CLSC, ça veut dire quoi un CLSC, Cégep, ça veut dire quoi, prendre le métro. Il y a des choses de base, mais il y a des organismes bien impliqués, surtout en communauté, pour ceux qui le connaissent, la Maison d'Haïti. En ce qui me concerne, ça aide beaucoup pour l'immigration, l'intégration, vraiment savoir comment fonctionne cette société que tu as choisi d'intégrer. Mais quand tu choisis aussi d'avoir des enfants et de bâtir une famille, il y a aussi beaucoup de ressources. Et je ne dis pas ça en condescendance, mesdames, je vous respecte énormément. Mais en ce qui concerne les pères, quand ma fille est née, ma femme était entourée, choyée. Madame, voici des dépliants, voici ceci, cela, OK, faire du jogging avec votre poussette. Il y a plein de réseaux dans le quartier, mais pour les pères, pas tant que ça. Et je suis Quand vraiment même, sérieux, hein? pas tant que ça. On a fait beaucoup de progrès, ça, je dois l'avouer. Mais encore une fois, la présence du père, je ne dis pas qu'elle est négligée. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect, mais je ne pense pas qu'elle est prise avec autant de valorisation que la mère. Je suis Et d'accord. encore une fois, moi, je fais partie d'une cellule traditionnelle, mais effectivement, je réalise avec beaucoup d'échanges que j'ai avec les hommes dans ma communauté qu'effectivement, c'est quelque chose que, encore une fois, qu'on peut faire beaucoup d'améliorations, que ce Oui. soit aider les pères, aider les hommes à mieux vivre
à ce cycle, ce nouveau chapitre qui est franchement émotionnel, très émotif et physiquement et mentalement éprouvant pour eux à nombreuses périodes. Donc, Oui, c'est pour drôle, moi, c'est... Olivier. Vas-y. Pendant que tu discutais, il y a justement une question qui est rentrée de la part de Lisandre Fradette qui dit: J'aimerais savoir, Olivier, quelles ressources, des lectures, des outils, des discussions tu as pu trouver pour pouvoir soutenir le choc culturel de toutes les habiletés et de tout le rôle parental. Donc, tu as parlé de la Maison d'Haïti pour les immigrants. Tu avais trouvé des choses qui étaient intéressantes pour toi, pour ce choc culturel-là dont tu nous as parlé tantôt, mais aussi pour les questions d'ordre paternel? Oui, l'important, moi, c'est vraiment plate à dire, mais il faut se bâtir un réseau. Il faut se bâtir un réseau parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui est prêt à t'aider, que ce soit à ton travail. Mettons que tu connaisses absolument personne. C'est sûr, encore une fois, il y a des gens qui sont disponibles pour ça. Maintenant, on vit en 2023, l'information est disponible, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Encore une fois, les annuaires, que ce soit, il y a plusieurs, dans un CLSC, ça peut arriver. On peut poser la question à une infirmière qui connaît, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Dans mon cas personnel, c'est sûr que la communauté haïtienne, là où j'habitais quand je suis arrivé, j'habitais à Saint-Michel, donc on a une très grande population haïtienne là-bas. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu m'aiguiller en ce sens, mais que ce soit en termes encore une fois, le CLSC, ça vraiment c'est une bonne ressource, dépendamment de là où il est placé, parce qu'il y a certains qui sont mieux impliqués d'une communauté à une autre. Moi personnellement, je pense qu'à la base, c'est le rapport humain. Il y a toujours quelqu'un qui a vécu une circonstance similaire à la tienne. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de disponible. Donc, que ce soit juste pour t'aiguiller vers soit un organisme ou une ressource ou que par son expérience, tu peux toujours apprendre. Il y a toujours quelqu'un. Tu ne peux jamais laisser à toi-même. Donc, de s'ouvrir par rapport aux autres, de ne pas hésiter à poser des questions, de ne pas Tout à fait. hésiter à la bienveillance, l'entraide, dans le fond, le côté humain. Il faut Aucune briser question stupide. Aucune question Ouais, stupide. ouais. Lé, je te vois prendre des notes, je te vois hocher de la tête. Qu'est-ce que tu avais à ajouter? Ben, moi, ce que j'ai trouvé qui m'a rendu beaucoup service, c'est d'insister, de nommer et renommer mon besoin. OK? Oui. La première personne ne m'entend pas, la deuxième, pas grave. Ouais. Mais ne pas lâcher sur c'est quoi mon besoin. Puis, j'ai finalement été en contact avec une jeune fille, c'est une technicienne travailleuse sociale. Et puis là, je lui dis, parce que ça avait aucun bon sens, il évalue la personne après avoir donné le OK qu'ils l'ont reçu dans le système. Et ça prend 10 ans. 10 ans. Pour l'hébergement, je parle pas pour d'autres affaires. Ici, à Montréal, j'ai dû recommencer parce que je suis déménagée à Montréal il y a 4 ans. Et ça prend 10 ans pour dire, OK, oui, on s'en occupe. Au début de la pandémie, c'était 7. Un an plus tard, c'était 10. Là, je ne sais pas, je dis 10, ça peut avoir changé. Et j'ai dit, vous travaillez à l'envers. Vous n'êtes pas intéressé de savoir c'est qui José. Vous ne l'évaluez pas, vous n'évaluez pas ses capacités, son potentiel, ses préférences. Vous allez faire ça dans 10 ans, puis peut-être 12 et 15, on ne sait pas. Et puis, peut-être que ce ne sera même pas la bonne place. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cette jeune-là m'a entendu. Puis, il n'y a jamais mieux que nous autres pour défendre notre situation, mais si on trouve quelqu'un, un intermédiaire qui est capable de défendre notre situation, on est vraiment en affaires. Et cette jeune-là est retournée au CLSC, à sa patronne, et elle a expliqué que je voulais une évaluation puis de José, OK? Parce qu'ils disent déficience légère, mais tu dis, mais c'est quoi déficience légère? C'est quoi les critères? Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas te dire, ah bon, ben, si elle mange toute seule, c'est léger, mais peu importe, il n'y en a pas. Fait que cette jeune-là, sa patronne lui a dit, oh, non, José, à ce moment-là, avait 42 ans, puis j'ai l'impression qu'elle se dit, ben, si à 42 ans, elle n'est pas rendue plus loin, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer ça, là. Ben, ça, je mets des mots dans sa bouche, mais elle a dit non. Puis la jeune, elle a insisté. Oui. Et puis finalement, cette femme-là a eu l'ouverture, OK? Et elle a dit, je te fais confiance, vas-y. J'ai la chair de poule. Alors, il y a un paquet de choses qui découlent de ça, que cette jeune-là ait vraiment compris
ce que j'essayais de lui dire et que sa patronne ait accepté de sortir du protocole ou du cadre. Alors, moi, j'ai envie de dire, lâchez pas, tenez votre bout, insistez, redites, utilisez d'autres mots ou n'importe, mais continuez. Mais c'est vrai, Lise. Souvent, ça tient à une seule personne du réseau qui nous croit puis qui nous suit dans ce qu'on demande. Parce que moi aussi, c'est une personne à la commission scolaire qui a finalement débloqué le dossier pour nous, mais ça faisait des mois. Là. Puis quand elle est rentrée dans le dossier, je sentais sa bienveillance, je sentais qu'elle comprenait notre situation. Puis quand j'ai senti vraiment que là, il fallait que ça change maintenant, je lui ai téléphoné, puis elle a fait les démarches à partir de ce moment-là. Et je pense que c'est aussi important de ne pas négliger le fait qu'il ne faut jamais vous sentir que vous êtes la seule personne à vivre votre situation. Il y a toujours quelqu'un qui peut compatir, il y a toujours quelqu'un qui peut comprendre votre perspective parce que vous n'êtes pas si exceptionnel que vous êtes la seule personne à vivre ce que vous vivez. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide parce qu'il y a des fois, à cause de l'ego et la fierté ou quoi que ce soit, on pense qu'on doit vivre notre supplice tout seul. Mais j'encourage beaucoup de monde qui nous écoute, si ça vous touche, n'ayez jamais honte de demander de l'aide parce que c'est beaucoup à porter soi-même. Mais effectivement, votre situation peut être particulière à votre famille, mais n'hésitez jamais à vraiment vous ouvrir à la prochaine personne parce qu'on ne sait jamais qui est-ce que vous pouvez affecter. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est capable de, même si pas résoudre le problème au complet, mais il y a toujours une petite puce de support qui est toujours de valeur. Puis tu parlais tantôt, Olivier, j'aimerais ça faire du pouce sur ce qu'Olivier a dit tout à l'heure par rapport au fait que, tu sais, il y a un réseau de gens qui, à un moment donné, il y a quelqu'un là-dedans qui va dire « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça », puis qui va te donner de l'aide puis des exemples. N'hésitez pas à fouiller sur Facebook. Il y a des groupes d'entraide pour tellement de sujets. Moi, je suis dans plusieurs groupes, TSA, TED au Québec, puis vraiment, les parents se partagent des trucs, des exemples, même des trucs avec la commission scolaire, avec l'école. Moi, c'est comme ça, en lisant les exemples de d'autres personnes que je me suis dit, OK, je fonce, je pousse, je continue. On fait des demandes, on écrit, on redemande un plan d'intervention. Il faut pousser parfois, puis si on ne pousse pas, ben on fait partie de ceux qui sont en bas de la pile, malheureusement, mais c'est ça qu'il faut faire pour être entendu, pour être sur le dessus du dossier. Puis je veux aussi faire une parenthèse toute pleine d'amour et de bienveillance, encore une fois, à mon conjoint. Tu sais, j'entendais Olivier dire les papas, des fois, on les ignore. Ben moi, j'ai rencontré un papa monoparental exceptionnel il y a 2 ans, puis j'ai décidé de partager sa vie, puis partager la vie de son enfant. Puis au départ, je veux dire, il était tout seul. Là. Lui, il a donné beaucoup de temps et d'énergie à sa fille, qui est une fille neuroatypique différente, qui avait besoin beaucoup d'encadrement, beaucoup d'aide. Il allait la chercher à l'école quand c'était nécessaire, puis tout ça. Fait que quand j'ai rencontré, c'est un papa à bout de souffle que j'ai rencontré, puis c'est un papa qui souvent se sentait ignoré. Tu parlais, Olivier, que les papas sont comme un peu passés en second plan. Puis, tu sais, souvent, il appelait maman avant d'appeler papa, puis pourtant, c'est papa qui s'occupait de Joël la majorité du temps. Fait que c'était vraiment comme, je suis d'accord avec toi, Olivier, que les papas, on devrait passer à autre chose en 2023. On devrait reconnaître l'apport du papa dans l'éducation d'un enfant. Puis des groupes Facebook de papa, il y en a beaucoup aussi. Puis mon chum, c'est là qu'il a retrouvé son réconfort, lui, pendant Moi, ça m'a beaucoup aidé. Pendant le début de sa monoparentalité, c'est les groupes de papa où il pouvait partager sa situation de papa monoparental avec d'autres papas. Là. Je veux revenir sur les groupes Facebook. Justement, Gabrielle, je vais faire du pouce avec Geneviève parce que je sais que toi, justement, étant le seul parent de ta fille, vivant une expérience qui est encore peu documentée quand même, c'est encore considéré un peu foufou. Je sais que tu as trouvé beaucoup de réconfort sur ces groupes-là. Ah, tout à fait. Là, justement, c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas te couper, Gabrielle, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé tout au long du processus. Là, à partir du moment où j'ai pris la décision que quelqu'un me parlait des groupes Facebook de maman solo par choix, que je suis allée m'informer là, je savais à quoi m'attendre sur toutes les étapes. C'est quoi qui allait se passer en clinique de fertilité, etc. Puis là, autant que ça s'est fait, que là, ma fille est née, que je vois des mamans avec des enfants plus vieux qui écrivent « j'ai tel enjeu, telle chose, hey, des fois, j'aimerais tout ça avoir un deuxième parent pour telle situation. » En mode lecture, ça nous fait du bien. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi, juste de lire des fois les expériences de d'autres personnes, ça me fait relativiser sur la mienne. Tu sais. Vraiment, puis des fois, tu as besoin d'une information, mais tu n'as pas nécessairement le goût d'écrire. Tu vas chercher dans la petite loupe, puis tu vas trouver... Puis, c'est fou comment ça aide à ne pas se sentir seul. Puis moi, c'est pour ça aussi que j'en parle beaucoup de mon choix de
d'être maman solo parce que j'en parle sur les réseaux sociaux et ça parce que je sais qu'il y en a qui le font puis qui se sentent seuls là-dedans ou qui pensent à le faire, mais qui pensent que justement c'est trop foufou, puis voyons, je pourrais pas, puis finalement ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et Donc, Valérie, à c'est quand un vrai groupe que les réseaux Facebook sociaux, de beaux-parents? Hein? À quand un groupe Facebook Ouais. de beaux-parents? Ça manque, pour vrai, ça manque. Il y en a pas. Il y en Mais il y a en a pas. beaucoup, J'en ai pas ouais. trouvé de Il y en a qui pertinents. existent, mais ils sont rarement, l'affaire avec les groupes Facebook, c'est qu'ils doivent être bien alimentés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens bienveillants qui ont le goût de partager, qui veulent s'entraider pour vrai, qui veulent partager leurs histoires. Parce que des groupes Facebook, tu sais, c'est comme des nouvelles sur Facebook, il y en a une multitude. Est-ce que ce sont toutes des bonnes nouvelles vérifiées, intelligentes, intelligentes? Ouais. Pas toujours. Mais Faut que ça soit bien il faut comme alimenté. le créer. Mais moi, je suis d'accord qu'il en manquerait. Mais tout comme il manquerait une multitude de ressources. Je trouve qu'il y a certains modèles de famille qui sont encore bien tabous, puis les familles recomposées, malgré le fait qu'il y en a vraiment énormément, elles sont encore un peu tabous parce qu'il y a toujours un autre parent qui n'est pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe. Cela dit, c'est peut-être un autre sujet complètement qu'on abordera dimanche, Oui, journée nationale des beaux-parents. La belle parentalité, il y a plein de façons de la vivre aussi. Il y en a qui la vivent très positivement, puis il y en a qui c'est plus négatif ou difficile. Exact. Oui. Il y en a qui s'impliquent énormément, il y en a qui ne le font pas. Mais là, tu sais, on parle des groupes Facebook, on a parlé d'organismes, de réseaux. Mais Roch, je voudrais qu'on parle de l'employeur. Parce que je sais que dans ton cas, tu l'as dit dès le début, tu sais, toi, sans ton employeur qui dit « Vas-y, prends le temps, tout est beau ». Parle-moi un peu de l'importance puis de la pression que ça enlève des épaules quand on a un employeur qui nous dit « Vas-y, je te soutiens ». Bien, je prends par exemple dans mon cas une hospitalisation qui va durer une semaine et demie, 2 semaines, de ne pas avoir à se casser la tête avec le côté monétaire parce que, faut se dire, juste l'hospitalisation, il y a un coût supplémentaire. On parle des stationnements, des repas, tu n'as pas la possibilité nécessairement de cuisiner du stock pour 3 repas par jour. Les gardiennes pour les autres enfants également. Donc, il y a déjà des coûts supplémentaires de ne pas avoir à se casser la tête avec un arrêt au niveau du salaire, ou bien à un moment donné d'arriver à la job, puis ton boss va dire, écoute, t'es excellent, t'es excellente, mais à un moment donné, nous autres, il faut que la business continue à avancer. Ben, j'en ai vu par le passé, puis ça existe encore, des congédiements administratifs. Écoute, c'est la meilleure personne au monde, mais nous autres, notre réalité en tant que business ne fit pas avec sa réalité de famille. Donc, de ne pas avoir à se casser la tête avec ça ou être capable de s'organiser à tout le moins, ben, c'est génial. On peut se concentrer sur l'enfant, sur le restant de la famille, mais c'est une minorité qui est dans ce contexte-là. Donc, je pense qu'il reste pourquoi en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on n'est pas capable de dire hey, moi, un des bonus que je vais ajouter, là, ce ne sera pas nécessairement une augmentation de salaire faramineuse, ça va être une flexibilité. Bien, on le voit de plus en plus. Je suis obligé de le dire, on le voit de plus en plus. Ce qui est triste, par exemple, c'est qu'on a fait des années de sensibilisation auprès de beaucoup d'employeurs, puis ça ne rentrait pas. Pourquoi? Parce que le marché est en faveur des employeurs dans le sens où ils pouvaient se permettre de choisir qui venait travailler pour eux. Maintenant qu'on est dans un contexte qui est plus du côté des travailleurs, ben, OK, là, on va lui offrir de quoi pour les garder et tout ça. C'est pas nécessairement qu'ils croient à la cause, mais c'est par obligation vu le contexte. Ça va donner quoi dans 3, 5, 8 ans, quand que le marché va s'être balancé de l'autre côté? On ne sait pas. Mais je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Puis je pense que je ne veux pas tout remettre dans les mains du gouvernement parce que on pourrait en débattre longtemps, mais je pense qu'il y a un accompagnement à faire à ce niveau-là. La majorité de ce qu'on a de base est venu au niveau des protections, est venu parce qu'on s'est battu pour l'avoir d'un point de vue social. Qui a fait des normes de base, des lois de base, ben, je pense qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire à ce niveau-là. Là. Ouais. Mais c'est pas tout noir. Non, c'est ça. C'est pas tout noir du tout. Puis, tu sais, je pense que pour arriver à
à cette luminosité encore plus présente, à ces pistes de solutions. Des fois, il faut poser des questions, tu sais, comme les expliquer, tenter de trouver une personne ressource, se faire entendre encore et encore et encore. Puis des fois, ça passe par les instances gouvernementales, tu sais. Puis j'en viens à la question de Marie-Pierre Riando qui nous l'a envoyée. Elle dit, si vous aviez une revendication politique à adresser au gouvernement, ce serait quoi? Fait que donc, je vais vous donner chacun, tu sais, là, il nous reste 10 minutes de panel. Je vous donne 1 minute pour m'expliquer si vous aviez une demande à faire à la classe politique. Ce serait quoi? Puis Lé, je vais commencer avec toi. Eh bien, moi, disons que vu ma situation présente, hein, peut-être ça n'aurait pas été comme ça tout le long. Josée a 43 et puis moi, je suis vieillissante, mais ce serait d'avoir plus d'endroits adaptés aux besoins des jeunes qui puissent être accompagnés. Alors, on peut appeler ça appartement supervisé. Je sais qu'il y a un autre organisme qui est en train de penser ils veulent essayer que les parents vieillissants puissent aller en résidence pour personnes autonomes, mais qu'il y ait aussi un appartement pour le jeune le jeune qui est plus jeune, parce que là, il est rendu à 50 ans, qui puisse avoir un appartement aussi. Et quand le parent décède, eh bien, la personne peut continuer. Alors, c'est une autre idée. Je pense qu'il faut sortir de la boîte. Il faut sortir et puis je trouve qu'il commence à en avoir. Puis, c'est de continuer parce qu'il y a énormément sur le territoire. Je ne sais pas pour Montréal, mais j'étais dans Terrebonne avant. La Naudière, il y a au-dessus de 250 personnes avec des besoins particuliers comme la déficience intellectuelle et puis le spectre de l'autisme. Oui. Donc, des initiatives qui sont modulables. Donc, c'est plus centré sur des besoins précisément, puis entendre les gens. Olivier, ce serait quoi la demande que tu aurais à faire au gouvernement si tu avais à en faire une? Moi, personnellement, je ne dis pas que ça me touche personnellement, mais c'est toujours au niveau des contacts et des discussions que j'ai avec le nombre de réseaux, soit Facebook ou bien de groupes de soutien dans lesquels je fais partie. C'est plus au niveau vraiment de reconnaître et bien sûr améliorer la valorisation du rôle du père dans la vie de son enfant. Parce que, encore une fois, il y a des situations désagréables où effectivement le couple doit se dissoudre, chacun doit aller de son côté parce qu'effectivement le couple peut être incompatible, mais l'impact que l'absence d'un père peut avoir dans la vie d'un enfant est notoire. Et ça, on ne peut pas le négliger. Là où la mère, effectivement, a son droit de facto que je ne lui retire pas, mais il semblerait que malheureusement, on est encore à un point où pour des raisons ou d'autres que malheureusement, je suis pas légiste, je n'ai pas toutes les réponses, mais effectivement, le père doit souvent faire plus de pieds et des mains pour faire partie de la vie de son enfant. Et c'est quelque chose que je trouve désolant parce que ce sont des histoires que j'entends. Donc, si on peut faire des améliorations en ce sens, déjà là, c'est un point gagnant, une très belle amélioration à mon sens. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Geneviève, qu'est-ce que tu pourrais demander à nos instances gouvernementales? Ben moi, comme je dis depuis le début, peut-être plus d'aide financière, que ce soit peut-être au niveau soit de la RQAP, parce que comme je dis, moi, je trouve que c'est vraiment le moment où il y a un plus gros impact de ne pas avoir de deuxième salaire. Je sais qu'on a un crédit d'impôt là, pour les familles monoparentales, là, mais ça vient pas quand même. On est loin d'un deuxième salaire. Que ce soit au niveau de la RQAP, comme je dis, durant le congé de maternité, ou même au niveau des allocations. Puis sinon, une autre bonne façon d'aider de ce côté-là, ça serait peut-être d'ajouter, parce que je pense à Aroc là, qui parle beaucoup de la conciliation travail-famille avec son employeur, qui est super compréhensif. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Puis ça vient toucher le niveau financier. Si, exemple, moi, à mon j'ai 5 journées de maladie par année, ben si mon enfant est malade, puis que je dois aller chercher à la garderie, puis que je dois manquer 20 journées, ben c'est toutes des journées qui vont être à mes frais, avec aucun deuxième salaire pour subvenir. Fait que ça peut être aussi les congés parentaux obligatoires qui sont ajoutés, par exemple. T'sais. Je lance vraiment des idées un peu éparpillées, là, mais n'importe quoi qui peut aider financièrement quand il y a un seul parent, que ce soit par choix ou pas, là, mais vraiment de ce côté-là. Ouais.
Gabrielle, qu'est-ce que tu pourrais demander aux instances gouvernementales? Et moi, je vais retaper sur le même clou, Valérie, mais Parfait. en même temps, je réfléchissais à ça avec une amie récemment, puis autant on peut devenir conjoint de fait avec notre conjoint, sur papier, être reconnu comme sa conjointe, même si on n'est pas marié, après un an de vie commune. Mais je pense qu'après un an de vie commune avec un enfant, on devrait avoir un statut parental reconnu auprès du gouvernement, auprès des institutions scolaires, hôpitaux, etc. Il devrait avoir un espace pour indiquer le nom du deuxième parent qui vit avec le conjoint, le papa ou la maman. Surtout s'ils le manifestent. Il y en a des parents, des beaux-parents qui ne vont pas désirer s'impliquer de cette manière-là. Mais si tout le monde se dit hey, c'est vraiment chouette, dans le village, pour élever nos enfants, il y a une personne supplémentaire, profitons-en, puis appelons cette personne-là, puis réalisons son impact et son apport, ça peut juste être positif. Parce que justement, moi, je lis cette flexibilité-là avec mon employeur dont Roch parlait. J'ai un horaire plus flexible, je suis 4 jours semaine en télétravail. Fait que la personne qui va chercher Joël quand il y a un pépin à l'école, c'est moi. Puis à chaque fois, il faut recommencer, réexpliquer que c'est mon numéro de téléphone en haut de la pile parce que l'autre téléphone, il va sonner à un endroit qu'il ne sera pas capable de répondre. Là. Fait qu'il faut m'appeler en premier tout le temps. Puis c'est ça, c'est difficile de faire ça. Oui. Puis Roch, je termine avec toi parce que tu as quand même deux situations. Tu sais, un enfant qui a des besoins très particuliers, puis une famille où tu travailles, où vous êtes très nombreux, une famille recomposée. Toi, est-ce que ça existe? Une seule demande gouvernementale ou il y en a plus? Je vais y aller. Je vais essayer de résumer ça en une. Qui serait pourquoi ne pas avoir, on en parle depuis le début, où ce qu'il faut arriver en 2023, on a l'impression que les systèmes, ce qu'il y a mis en place, les organismes n'arrivent pas à suivre l'évolution de la famille. Mais pourquoi pas avoir quelque chose en place qui relève du gouvernement ou qui est carrément indépendant, mais de quoi en place un comité permanent qui serait là. On en a pour le commerce, des comités permanents mis en place au niveau fédéral, par exemple. Mais si on ramène ça au point de vue provincial, d'avoir un comité qui serait juste être à l'écoute des familles. Comment faire évoluer la situation des familles? Des cas particuliers comme Geneviève, comme Gabrielle, comme Lise, comme Olivier, puis comme la mienne. Oui, on est des cas particuliers, puis on met l'accent là-dessus aujourd'hui, mais la famille en général, c'est déjà à la base, sans enfants à besoins particuliers, des défis considérables. Tellement. Pourquoi ne pas avoir de quoi en place permanent qui est là pour faire des recommandations au gouvernement, aux législateurs, pour éventuellement dire, ben on faudrait regarder dans un avenir proche, modifier, mettons, le RQAP dans le contexte de Gabrielle, dire pourquoi ne pas rajouter dans le cadre qui est là un peu de caoutchouc pour être capable d'étirer les morts, puis de dire, ben, il pourrait avoir, sans nécessairement être nommé parent, une autorité parentale supplémentaire au niveau des formulaires. Mais il n'y a personne qui travaille là-dessus à temps plein, alors qu'on en a pour le commerce, on en a pour l'économie. Donc, je pense que je commencerai par ça. Je comprends tout à fait. Moi, je vais terminer en faisant la plug du réseau qui organise la semaine pour les familles québécoises, le réseau pour un Québec famille, qui travaille incroyablement fort auprès des instances gouvernementales. Ils font des recommandations, ils s'impliquent, ils font des demandes. Ils sont là pour les familles, ils sont à l'écoute. Ils parlent avec les organismes, avec les fondations, avec les gens qui travaillent sur le terrain. Fait que, si vous écoutez nos panélistes, puis si vous êtes panéliste et que vous voulez vous impliquer, ce réseau-là existe. Ils ont évidemment toujours besoin d'aide puis de gens qui veulent s'impliquer. Corinne, d'ailleurs, qui en est la directrice, disait qu'il y a une initiative qui s'appelle Concilivie, du Réseau pour un Québec famille, qui travaille justement sur le dossier de la conciliation famille-travail, sur l'accompagnement des employeurs, parce que ça, c'est des recommandations qui sont faites toujours. Fait que si ça vous intéresse, vous irez vous renseigner sur le site du Réseau pour un Québec famille. Puis d'ailleurs, notre discussion, si vous avez été parmi nous durant la dernière heure, que vous voulez la partager, elle va se retrouver sur le site Internet du Réseau pour un Québec famille. Si vous voulez en parler avec quelqu'un, ça va être sur le site après ça pour pouvoir revoir des moments, puis des fois revoir des idées, puis des pistes de solutions que nos panélistes ont fournies. Fait que je vous remercie énormément, Roch, Gabrielle, Geneviève, Olivier, Lise,
Merci Merci. d'avoir été avec nous. On l'a dit dans nos vies familiales et de travail, pas toujours simple, bien chargé, prendre 1 heure pour discuter de notre réalité puis partager notre sphère intime, c'est déjà énormément. Fait que merci d'avoir été là, vraiment. Merci à toi, Valérie. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé toute la variété. C'est tellement Ouais. intéressant. Oui, Là. oui, c'est ça vraiment la base du mot diversité. Oui, Oui, exact. Entièrement raison, Olivier. Fait que merci tout le monde. Merci d'avoir passé votre heure de lunch avec nous ou encore d'avoir écouté ce webinaire en rediffusion par la suite. Puis passez une très belle semaine de la famille. merci, toi Merci aussi. à tous.